Dans l'affreuse nuit de 5 ou 6 octobre à Versailles, disait l'empereur, une personne très distinguée dont les affections de la reine, et que j'ai fort maltraité plus tard à Reichstadt, accourut auprès de cette princesse, soit qu'il eût été mandé, soit qu'il fût venu partager ses périls et ses dons d'aussi cruels moments du reste. Observez l'empereur que les conseils et les consolations sont nécessaires de la part de ceux qui nous sont dévoués. Lorsque la catastrophe arriva, que le palais fut forcé, la reine se sauva dans les appartements du roi, mais son confident courut les plus grands dangers et n'échappa qu'en sautant par une fenêtre. Je disais à l'empereur que la reine avait beaucoup perdu dans l'esprit de l'émigration par les malheurs de Varennes. On lui reprochait de n'avoir pas voulu laisser le roi partir seul. Et une fois du voyage, elle n'avoir pas su le diriger avec habileté ni énergie. On ne saurait se figurer en effet le décousu et les fautes de ce voyage. Un des détails qui ne semblera pas les moins bizarres ni les moins grotesques, c'est que Léonard, le fameux coiffeur de la reine qui en faisait partie, trouva moyen de passer dans son cabriolet au milieu de la bagarre et qu'il nous arriva à Coblentz avec le bâton de maréchal, dit-on, que le roi avait emporté des Tuileries pour le remettre à M. de Bouillé au moment de la rencontre. Du reste, terminer l'empereur, c'était une maxime établie dans la maison d'Autriche qui de garder un silence profond sur la reine de France. Au nom de Marie-Antoinette, y baisant les yeux et changeant significativement la conversation qu'on peut échapper à un sujet désagréable et embarrassant. C'est, continuait l'empereur, une règle adoptée par toute la famille et recommandée à ses agents du dehors. Ainsi, nous doutons que les soins des princes français purent le remettre dernièrement en scène Paris, ne déplaisant beaucoup à Vienne. L'empereur passait ensuite à la princesse de Lamballe dont il n'avait aucune idée. Je pouvais aisément les satisfaire. Je l'avais beaucoup connue, une cousine de mon homme, étant sa dame d'honneur. Lorsque j'arrivai à Aix-la-Chapelle au commencement de mon émigration, je fus reçu auprès d'elle comme de sa maison et traité avec une grande bonté. La princesse de Lamballe réunissait auprès d'elle dans cette ville beaucoup de débris de Versailles, de vieux courtisans et d'anciennes personnes à la mode. Il y venait aussi beaucoup d'illustres étrangers. J'y vis souvent les rois de Suède, Gustave III, sous le nom de comte de Haga, les princes Ferdinand de Prusse avec ses enfants, dont l'aîné, le prince Louis, a été tué quelques instants avant la bataille d'Iéna. La duchesse de Cumberland, veuve d'un frère du roi d'Angleterre. Lorsque Louis XVI acceptant solennellement la Constitution recomposa sa maison, la princesse reçut une lettre officielle de reine peut l'engager à reprendre près d'elle ses fonctions de surintendante. La princesse prit l'avis de ses vieux conseillers, qui tous penseront que la reine n'étant point libre. Le danger pouvant être grand à Paris, il ne fallait pas s'y rendre et regarder la lettre de la reine comme n'en avait-nous. La princesse Saillon demandait ailleurs ce qu'on pensait en eux le malheur de reprendre. Madame, vous avez partagé les prospérités de la reine, il serait bien beau de lui montrer de la fidélité.
surtout aujourd'hui que vous avez cessé d'être sa favorite. La princesse avait le cœur élevé, les affections tendres, la tête volontiers romanesque. Elle déclara le lendemain qu'elle partait pour Paris. Cette malheureuse princesse retourna donc dans la capitale avec pleine connaissance du péril. Elle est tombée illustre victime de sa générosité et de ses beaux sentiments. Mes parents m'avions offert à elle au moment où j'ai dû la suivre. Mon âge et le peu d'instinct que j'avais paru à Paris où on peut me laisser auprès d'elle à peu près inconnue et j'aurais peut-être pu être utile, mais au moment du départ, la princesse y vit des inconvénients et me commanda d'y renoncer. Toutefois, je demeurai son nouvelliste. Je lui demandai tous les devis de la meilleure foi du monde. Les histoires et les contes ridicules de toutes gens dont on flattait nos illusions et que nous ne manquions pas d'adopter avec la foi la plus robuste. Je les lui demandai encore, que nous étions déjà en campagne. Je les lui demandai encore qu'elle n'était déjà plus à la douleur extrême que j'ai ressentie de son effroyable destinée dut se joindre, quelque temps la crainte secrète d'y avoir contribué peut-être par mes bulletins. Les hasards fait que je me trouve ici à voir quelques lignes qu'elle tressait peu de jours avant les deux ces catastrophes dont elle nous a laissé l'horrible souvenir. Elles sont datées du haut de mon donjon. C'est ainsi qu'elle appelait désormais le pavillon de fleurs qu'elle occupait en cet instant aux Tuileries.